Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureuses et heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Pour l'heure, nous avons le plaisir de donner la parole aux éditions Ricochet pour une rencontre intitulée « Comment parler du réchauffement climatique aux enfants et aux ados ». Et nous allons laisser le micro à Nathalie Vogue-Verlet qui modère cette rencontre. Bon webinaire à toutes et à tous. À toutes et à tous, je suis vraiment très, très heureuse d'être ici avec vous depuis Colmar, un autre salon du livre qui a lieu ce week-end, avant les grands préparatifs pour Montreuil. Donc, je suis Nathalie Vogue-Verlet, la directrice des éditions du Ricochet, une maison d'édition indépendante qui, du coup, a façonné depuis de nombreuses années une ligne éditoriale pour la jeunesse, en particulier dans le documentaire, dans les sciences et dans la découverte du monde, que ce soit les sujets de société, le corps humain, l'environnement. Voilà, une multitude de sujets que l'on a beaucoup à cœur de développer dans notre catalogue. Et j'ai la fierté donc d'intégrer la deuxième génération de cette maison, puisqu'elle existe depuis maintenant plus de 25 ans. Donc, nous avons choisi aujourd'hui de vous parler du réchauffement climatique tel qu'on l'a pu l'aborder dans nos ouvrages, dans certains de nos ouvrages. Je vais partager juste mon écran donc rapidement pour vous présenter un petit peu en quelques mots d'introduction. Donc, je vais passer en plein écran, ce sera mieux. Voilà, donc comme je disais, une maison qui s'attache vraiment au documentaire, à l'émerveillement et la connaissance. C'est vraiment notre slogan depuis de nombreuses années. Ça résume un peu tout, en fait. C'est tout le travail qu'on va faire sur l'illustration et aussi, évidemment, sur le texte avec des auteurs et des autrices qui sont souvent voilà, à même de travailler et le fond et la forme avec beaucoup de soin et d'exigence. Une petite équipe, on est 5 personnes, donc notre maison d'édition, c'est un petit peu une petite ruche éditoriale. Et je vous inviterai donc plus tard à regarder bien sûr notre site éditionduricochet.com sur lequel vous avez évidemment tous nos livres, mais aussi nos auteurs et beaucoup de contenus spécifiquement faits pour les professionnels. Et j'insiste beaucoup sur l'ensemble de nos auteurs que je remercie toujours beaucoup puisque c'est vraiment grâce à eux en fait qu'on a créé ce catalogue et on a grandi avec eux, ils ont grandi avec nous. Donc c'est vraiment toute une histoire humaine maintenant. Donc j'ai le plaisir de rassembler à l'occasion de cette visio 3 autrices de la maison. Sandrine Dumas n'a pas pu être présente aujourd'hui parce qu'elle a eu un petit contretemps, mais elle a pu être filmée et répondre à nos questions, donc je vais pouvoir partager avec vous sa parole. Et surtout, on a donc, j'arrête le partage, je passe tout de suite la parole à Marie Lécroard. Marie, voilà, que je te... Je me réactive. Voilà, donc Marie, je te laisse te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Bonjour, oui, je suis Marie Lécroard. J'étais journaliste scientifique et puis je suis devenue rédactrice scientifique pour le ministère de l'écologie, en gros, l'Office français pour la biodiversité. Mais parallèlement, je fais des livres pour enfants sur la nature et l'environnement, essentiellement des livres documentaires avec une petite touche poétique. Et ça, c'est ma passion, c'est vrai. Merci Marie. Et donc, nous avons aussi avec nous Claire Lecoeuvre, qui va aussi se présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis aussi journaliste scientifique et autrice de livres pour tous les âges. Et spécifiquement, je fais beaucoup de livres sur l'écologie parce que c'était un peu ma spécialité voilà, de formation et puis ensuite en tant que journaliste.
Très bien. Donc, on va revenir au partage d'écran. Donc, là, en quelques pages, vous avez les principes, enfin, quelques livres, parce que finalement, avec chacune d'entre vous, on a publié beaucoup de choses. Ce qui vous réunit, bien sûr, aujourd'hui, c'est le thème du réchauffement climatique, parce que, voilà, on sait que finalement, il est traité de manière transversale ou frontale, ça va dépendre un petit peu. Donc, j'ai envie de m'intéresser pour commencer à cet album qui s'appelle Chaud de la planète, qui est un album qui a maintenant une certaine ancienneté. Il est paru en 2009. C'est un album donc écrit par Sandrine Dumas et c'est une fable animalière qui raconte un petit peu ce monde qui est un monde où il fait trop chaud, où les animaux souffrent et où on essaye de comprendre de quoi il s'agit et pourquoi cette situation. Et du coup, elle met en scène avec beaucoup d'humour les vaches qui pètent et qui rotent et qui, du coup, sont en partie impliquées et la cause de ce réchauffement climatique dans la fable animalière. Donc, Nathalie, désolée de vous couper, il y a un rectangle noir qui s'affiche apparemment. Est-ce que quand vous faites le partage d'écran, vous pouvez partager depuis l'application plutôt que depuis le PDF, depuis l'écran? Est-ce que là, ce sera mieux pour vous? Alors, les rectangles, ils sont toujours. En principe, quand vous cliquez sur partage d'écran, vous pouvez avoir le choix de partager ou bien l'écran ou bien le PDF qui doit être juste à côté peut-être. L'application PDF. Ici, peut-être. Est-ce que c'est mieux? Non. J'ai écrit Chaud de la planète en 2000. Non. Je ne vois pas très bien en fait ce dont il s'agit. C'est la vidéo que vous souhaitez partager à présent ou c'est toujours le PDF? C'est la vidéo. Et est-ce que vous pourriez la mettre sur YouTube et nous partager directement la vidéo sur YouTube? Oui, je vais faire ça. Merci. Donc, je vais partager effectivement cette vidéo. J'espère que ça va marcher. Vous me dites s'il y a un souci. J'ai écrit Chaud de la planète en 2010 parce que j'ai toujours eu un grand intérêt pour la cause écologique et pour tout ce qui concerne la défense de notre environnement. À partir des années 2008-2010, j'ai travaillé donc pour des émissions qui traitaient de la défense de la nature. Et à l'époque, on ne parlait pas du tout du réchauffement climatique. Alors, je me suis penchée un petit peu sur la question, j'ai rencontré des scientifiques et je me suis dit que quand même, c'était important, qu'il y avait urgence et qu'il fallait absolument en alerter nos enfants. Donc, j'ai étudié le problème et je me suis rendu compte qu'effectivement, aucun conte, en tout cas, aucune histoire ne parlait de ce problème. Et j'ai décidé que, comme le petit colibri, je pouvais peut-être apporter ma petite goutte d'eau à cette cause. Pour écrire cette histoire, je me suis évidemment inspirée de la réalité. Et j'ai lu dans un magazine tout simplement à quel point l'élevage des bovins était une des causes des émissions de gaz à effet de serre. Et je me suis dit, j'ai tout de suite vu en fait le potentiel de cette information en termes de création littéraire, si on peut dire. Je me suis dit, là, il y a du potentiel humoristique surtout, parce que évidemment,
qu'est-ce qui est plus drôle que des P et des RO quand on parle d'une histoire pour les enfants. Donc, je me suis dit, bon, là, il faut creuser dans cette direction. Donc, les vaches se sont imposées d'elles-mêmes. C'était évident que j'allais partir sur ces personnages-là, mais je voulais absolument pas faire des vaches le bouc émissaire, si je puis dire, de mon histoire, puisque évidemment que les humains sont les principaux coupables, si on peut dire, des émissions des gaz à effet de serre. Donc là, j'ai eu un temps de réflexion assez important pour imaginer comment j'allais parler des humains et de ce qu'ils font, tout en ayant comme personnage les vaches. Donc, réflexion faite, j'ai utilisé tous les animaux de la Terre et je leur ai fait prendre des rôles tenus par des humains, c'est-à-dire que les animaux font des manifestations, ils organisent des congrès, ils font une enquête, ils font des réunions, ils essayent de trouver un coupable, qui est-ce qui provoque ces gaz à effet de serre. Et je pense que parce que ces animaux ont ces activités humaines, on comprend que les vaches ne sont pas les seules fautives, et loin de là, et que ce sont les humains, et bien eux qui sont le trouble de nos tracas. Donc voilà pour ce qui est du choix des vaches. Alors bien sûr, j'ai fait une enquête, hein, j'ai essayé de trouver j'ai essayé de mettre tout ce que je connaissais et tout ce qu'on connaît sur les gaz à effet de serre dans l'histoire, à la portée des enfants, évidemment. Et quand je dis qu'une des solutions est de faire manger les vaches un jour sur deux, je fais évidemment allusion à la solution qui est de faire circuler les voitures un jour sur deux. Une des solutions qui a été envisagée dans certaines villes. Donc voilà, si vous voulez, les solutions qui sont dans le livre sont des solutions humaines, même si ce sont les animaux qui les trouvent. En fait, les situations du livre ne sont pas du tout éloignées de ce qu'on vit dans notre réalité. Hein. On utilise des méthaniseurs comme source d'énergie maintenant. C'est exactement le même principe que l'usine à fabriquer de la glace, à fabriquer de la banquise, qui fonctionne avec des pets de vache. Hein. Donc là, j'imagine, enfin en tout cas j'espère que c'est réussi, que quand on lit cette histoire, ce ne sont pas les vaches qui sont fautives, mais bien les humains. Et tout ce qui est dans la fable a en fait un lien avec la réalité. Ça, c'est un de mes leitmotivs. Je ne peux pas écrire quelque chose qui est trop imaginaire. J'ai besoin d'être rattachée à la réalité. Alors, j'ai trouvé que l'illustration d'Emmanuelle Housset a d'ailleurs très bien... Elle a très bien compris ce que je voulais dire. Hein. Elle a dessiné des vaches hybrides qui ont des corps remplis d'usines et de machines humaines. Et effectivement, ces vaches-là n'existent pas. Hein. Ce sont des vaches spécialement créées pour cheveux de la planète. Hein. Et ça reflète exactement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que d'accord, dans le livre, on parle d'animaux, mais en réalité, ce que je veux dire, c'est parler des humains. Idem pour les animaux qui sont en costume, qui assistent à une réunion. Tous les animaux du livre vivent dans un environnement humain, ce qu'elle a dessiné, et l'illustration renforce énormément mon propos. Elle est en plus très belle, donc j'étais vraiment super contente de notre collaboration. Voilà, donc c'est la parole effectivement de Sandrine Dumaroy pour cet album Cheveux de la planète, que je vais quand même vous remontrer d'une façon plus précise au niveau de l'illustration. Donc ces illustrations dont parle Sandrine. Donc c'était le premier album d'Emmanuelle Housset, donc c'est quand même intéressant parce qu'elle démarrait juste. Est-ce que vous le voyez correctement ou pas bien?
J'ai écrit Chaud de la planète en 2010. Voilà, donc je vous montre voilà, rapidement les animaux là, qui manifestent, effectivement. C'est tout un travail de collage, de peinture et de collage. Ces vaches dont parle Sandrine. Voilà, vraiment un travail artistique et drôle, ce qui a été vraiment quelque chose d'essentiel dans le succès de ce livre. Sachant que donc après 13 ans, on va en proposer une nouvelle édition pour le mois de mars prochain. À la fin du livre, on a une postface de Jean Jouzel, le climatologue, voilà, qui va continuer évidemment à compléter la fable avec l'actualisation des chiffres, qui est toujours très cruelle pour nous à chaque fois, à chaque réimpression. Voilà, je vais vous montrer maintenant. Donc, Sandrine a également fait beaucoup d'ateliers pour les enfants. Et j'ai trouvé intéressant de lui poser la question de savoir comment, au fil des années, l'ensemble de ces ateliers avait évolué. Alors, je vais vous demander juste un petit instant pour retrouver un petit peu compliqué. Je vais arrêter ce partage pour aller vers le partage YouTube. Voilà, c'est celui-là. Cela fait à peu près 10 ans que je présente Chaud de la planète dans les écoles. Au début, j'apprenais aux enfants ce qu'était le changement climatique, ce qu'étaient les gaz à effet de serre, l'effet de serre. Je leur apprenais ces notions-là. Je dois dire qu'en 10 ans, la situation a complètement évolué, c'est-à-dire que maintenant, quand j'arrive dans les classes, les enfants sont parfaitement au courant de ce qu'est le réchauffement climatique, de ce que c'est que les gaz à effet de serre, l'effet de serre lui-même. Bon, alors évidemment, parfois c'est un petit peu confus, ils mélangent un petit peu. Mais globalement, il y a une vraie éducation qui s'est faite, et ça, c'est quand même assez remarquable. Donc, évidemment, les enfants ne posent plus les mêmes questions, et moi, je n'ai pas les mêmes réponses. On va beaucoup plus loin, ce qui est très intéressant. Parce que même si le livre a déjà maintenant une dizaine d'années d'expérience, enfin une dizaine d'années d'existence, pardon, on peut toujours s'en servir comme support pour parler de ce problème-là, puisqu'il est loin d'être résolu, bien sûr. Donc, voilà. Sur l'information, les enfants, ils sont assez opérationnels. Bon, maintenant, quand on commence à aborder la question des solutions, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, évidemment, et je pense que c'est absolument indispensable. Et alors là, c'est plus sensible, on va dire, puisque ce sont des petits humains, donc comme les grands humains, ils sont tout à fait d'accord pour changer, pour trouver des solutions aux problèmes. Quant à les appliquer pour nous-mêmes, là, c'est plus problématique. Un exemple très concret, c'est que quand on aborde la question de la viande et la question de manger ou non des hamburgers, ou au moins d'en manger moins, alors là, systématiquement, j'ai droit à un énorme tollé. Il n'est pas question d'arrêter de manger des burgers. Donc, voilà, bon, c'est normal. Ils vivent dans la société dans laquelle nous évoluons tous. Donc, c'est exactement le reflet de cette société-là. OK pour trouver des solutions à condition que les autres les appliquent.
Donc, je m'efforce, dans la mesure du possible, de leur montrer, de leur expliquer pourquoi c'est important que chacun fasse sa part du boulot, puisqu'on est tous dans le même bateau et qu'on a vraiment un gros problème à résoudre. Cela fait à peu près... Voilà, donc voilà, on a quand même réussi à avoir la parole de Sandrine Dumarois, donc j'en suis ravie, malgré le petit incident de dernière minute et son empêchement à venir parmi nous. Donc maintenant, on va parler avec vous, Marie et Claire, qui êtes présentes. Donc Marie, je voulais surtout t'inviter à cette visio par rapport à la collection Vous êtes ici, qu'on a créée ensemble il y a maintenant 1 an et demi. On a publié déjà 3 titres qui sont le Mont Fuji, le volcan sacré du Japon, l'Amazone, le fleuve de la biodiversité, voilà, et la Grande Barrière de Corail, Jardin de l'Océan. C'est une collection qu'on a conçue ensemble pour les pré-ados, on va dire à partir de 10 ans, 10-12 ans. Et on a vraiment souhaité aborder ces grands monuments de nature et finalement toute la vie aussi de l'homme qui dépend et qui gravite autour de ces monuments de nature. Donc, je vais te donner la parole pour un petit peu nous raconter ce que tu as voulu exprimer dans cette collection. Et puis, bien sûr, puisque c'est le sujet du jour, comment le réchauffement climatique, c'est invité. C'est ce petit mot-là qu'on a trouvé cette semaine, parce que c'est vrai qu'il n'était pas... C'est invité, oui. Il n'était pas programmé, puis il s'est invité dans la collection, forcément. Voilà, je vais en même temps partager un petit peu l'écran pour montrer des visuels. La collection est illustrée par Catherine Gordasco, qui fait un travail sublime, donc je vais le partager ici avec vous. Oui, j'en profite pour te saluer, Catherine, qui regarde peut-être. Catherine. On l'adore. De quoi on parlait? Oui, le réchauffement climatique, c'est invité grossièrement dans notre collection. En fait, cette collection, au départ, tu disais, on parle des monuments de nature et aussi de l'homme. En fait, pour commencer sur une note un peu alarmiste qu'on entend parfois dans la bouche des gens, si la Terre est foutue, moi, ce n'est pas pour la Terre que je me fais du souci, c'est plutôt pour les cultures humaines et puis éventuellement l'espèce humaine, quoi. Je pense que la Terre, ça va en fait pour elle. Et donc, l'objectif de cette collection destinée donc aux jeunes collégiens, on peut dire à partir du CM2 pour les bons lecteurs, c'est de montrer que les cultures humaines, dans toute leur beauté, leur diversité, lapsus, et leur singularité, se sont construites et se construisent avec la nature qui est à côté, qui les entoure. On ne mange pas du tout la même chose sur les rives de l'Amazone, déjà en amont et en aval du cours du fleuve, ni évidemment sur les pentes du Mont Fuji ou en lisière de la barrière de corail, pour filer l'exemple de la gastronomie. Voilà, donc on s'est dit on va pas faire un énième, enfin des livres alarmistes, on va prendre le parti d'expliquer et d'émerveiller. Et puis le réchauffement climatique, il s'est invité parce que le Mont Fuji, pas tellement, mais dès qu'on a parlé de l'Amazone, bien évidemment, il y a des enjeux écologiques majeurs, locaux et globaux, quand on parle d'enjeux global et même local, on parle forcément du climat. Donc voilà, par rapport par exemple à la Grande Barrière de Corail, la question du blanchissement des coraux, c'est quelque chose finalement qui s'est créé au niveau de cette collection. Il a fallu que tu rentres dans le détail, que tu expliques un petit peu tout ça. C'était vraiment technique aussi. C'est super important d'expliquer en fait, parce que ça permet de comprendre la portée du problème, son ampleur, et aussi d'éviter le fantasme dans le sens de la panique, parce que je pense que le blanchissement des récifs coralliens n'est pas très bien compris, c'est normal. Faute de temps et faute d'espace pour vulgariser les connaissances, on caricature souvent. C'est-à-dire qu'une barrière de corail qui blanchit intégralement, ce n'est pas une barrière de corail morte, pas du tout.
Les algues qui leur donnent leur couleur peuvent revenir si les conditions deviennent un peu moins stressantes. Et ce blanchissement, il n'est pas dû que à la température de l'eau qui peut s'élever, au-delà du tolérable pour ces petites algues qui vivent dans les coraux. Ça peut être dû aussi à une eau qui est trop turbide, qui ne laisse pas passer assez la lumière. Ça peut être dû à une pollution chimique. En gros, dès que l'ensemble corail et les petites algues qui vivent dedans trouvent que les conditions ne sont pas très sympas, il y a ce blanchissement qui survient. Donc, je disais, éviter de paniquer, c'est aussi comprendre que les stress se cumulent et que si à son échelle, là, dans les prochains mois, on ne peut pas forcément agir efficacement, que c'est des choses à très long terme, et souvent on peut avoir cette impression que ça nous dépasse, on peut agir sur plein d'autres stress que subissent les écosystèmes et qui viennent s'accumuler, se surajouter au réchauffement climatique et qui empirent en fait les dégradations. Enfin, vraiment, la précision, le côté méticuleux et le fait de disséquer les problématiques, je pense que ça apporte beaucoup à la réflexion, puis aussi à cette éco-anxiété qui épargne de moins en moins les plus jeunes. Et ça, je trouve ça assez dramatique aussi. Il y a l'aspect historique aussi que tu développes beaucoup, oui, tout à fait. auquel tu attaches beaucoup d'importance. Oui, énormément d'importance. On se rend compte en donnant au livre de l'épaisseur historique, en fait, on peut avoir l'impression, c'est aussi une espèce de paresse intellectuelle de dire systématiquement que c'était mieux avant. Je peux vous assurer que pour la Grande Barrière de Corail, c'est pas évident quand là on est sur le business du caoutchouc en Amazonie. C'était pas joli ce qu'on faisait écologiquement. La Grande Barrière de Corail, elle a été détruite au marteau-piqueur pendant des dizaines d'années pour faire du matériau de construction dont il manquait aux États-Unis. C'est quand même assez intéressant d'avoir ces informations-là en parallèle des informations actuelles qui ne sont pas toujours positives, mais parfois aussi. Quand on parle des solutions recherchées par les scientifiques, ça peut être à juste titre une source d'espoir, en tout cas de mitigation de cette éco-anxiété. Voilà, donc l'aspect historique, moi, je le trouve vraiment hyper intéressant. Au départ, je suis biologiste, mais c'est cette histoire des sciences et de l'occupation humaine des territoires, je la trouve absolument très riche, quoi, très enrichissante. Tout à fait. Et voilà, là, c'est la planche, effectivement, où tu parlais de la restauration des coraux et des différentes techniques qui sont tentées par les scientifiques aujourd'hui pour restaurer les coraux malgré la pollution et le réchauffement climatique. Restaurer et puis aussi bien analyser le problème, parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des groupes de coraux ou des groupes d'espèces ou des espèces qui résistaient beaucoup mieux que les autres au réchauffement climatique ou au stress d'hiver. Donc, quand il s'agit de repeupler un récif qui, là, pour le coup, est mort, on va plutôt choisir ces espèces-là pour plus d'efficacité. Il y a des trucs un peu loufoques comme l'effet parasol. Ils vaporisent de la vapeur d'eau pour faire de l'ombre au corail lors des grosses canicules ou si les températures trop élevées se maintiennent un peu trop longtemps. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et actuellement, tu travailles sur le Nil, donc ça sera notre prochain titre qui va être aussi chargé d'informations écologiques pas forcément faciles à traiter. C'est vrai qu'on est à chaque fois dans des grandes explorations pointues. Là, le Nil, c'est vraiment du lourd. Ce sont des milieux, des ensembles humains et nature qui sont très tendus dès le départ. À l'époque des pharaons, il y avait des grandes sécheresses. C'est vraiment, on est en limite de viabilité presque. C'est le désert, quoi. Et à part le Nil, ils ne peuvent pas compter sur grand-chose, en Égypte en particulier. Et l'écologie rejoint la géopolitique. Là, ça devient... C'est un peu une autre... chaque livre de cette collection a ses spécificités. Et le Nil, c'est très géopolitique, parce qu'au départ, il y a des problèmes écologiques et que le gâteau est peut-être trop petit pour tout le monde, ou alors mal géré. Ouais. Non, ça donne vraiment un aperçu, je pense, de la richesse de la collection qu'on est en train de poursuivre avec le Baïkal et le Nil l'année prochaine.
Donc toi aussi, Marie, tu fais des ateliers, beaucoup d'ateliers avec les enfants, les ados, et finalement, alors je vous inviterai, toutes les personnes qui nous écoutent, à bien vous diriger ensuite vers notre site, puisqu'il y a une rubrique vraiment spécifique pour tous les ateliers proposés par nos auteurs. Donc, ils sont tous présentés un petit peu comme ça. On a une centaine d'ateliers, on les a comptés hier, hein, qui sont sur le site. Donc voilà, donc Marie, toi aussi, tu interviens directement en tout cas pour cette collection avec les ados, les pré-ados, pour faire finalement des ateliers assez personnalisés par rapport aux thématiques. Oui, toujours, en fait, ce qu'il y a sur le site de Ricochet, c'est une proposition. Après, je pense qu'on est plusieurs à bien aimer construire ça avec les structures qui nous accueillent. C'est toujours plus chouette de cibler en fonction des enfants, des jeunes qu'on a, quoi. Tout à fait. Voilà, donc on va, c'était l'année dernière pour les plus petits sur la banquise. Ah oui, tu l'as celle-là, à Saint-Dié-des-Vosges. Donc on va monter encore un petit peu en âge pour vous parler avec Claire Lecoeuvre de Où va le climat. Donc Où va le climat, c'est un ouvrage de la collection POC, cette collection qui existe maintenant depuis quelques années, qui traite pour les ados de sujets d'actualité. Donc, on va aussi bien parler du climat, de l'information, du véganisme, des pandémies, de la conquête spatiale. Voilà, on a vraiment l'idée de couvrir comme ça des sujets vastes et variés surtout, et de proposer aux ados une mise en perspective globale de ce sujet pour qu'ils aient l'occasion d'en découvrir vraiment toutes les facettes, avec toutes les questions un petit peu, parfois un peu politiques, un peu d'actualité, voilà, toutes les questions vraiment que soulève le sujet, et qu'après, ils puissent se faire une idée un petit peu complète de la question. Donc, Où va le climat était un des premiers titres de la collection POC. Il avait cette allure. Et pour le mois de janvier, nous allons le rééditer, une édition du coup avec une nouvelle couverture plus colorée, et surtout une actualisation complète des données, parce qu'évidemment, entre 2017 et 2023, il y a eu de quoi dire. Donc, Claire, je te laisse un petit peu la parole pour nous raconter comment tu as eu d'abord ce projet de parler du climat aux ados, et puis comment finalement tu t'y es prise, parce que c'est, comme on disait un petit peu avant, c'est un sujet très technique, et c'est quand même un gros challenge de parler aux ados sur le sujet. Oui, et en même temps, c'est justement pour ça que je trouvais ça très intéressant. C'est justement comme c'est un sujet complexe que moi j'ai pas mal traité dans mes articles auparavant, avant d'écrire ce livre. En fait, je me rendais compte que tout autour de moi qu'il y avait énormément de croyances, énormément de clichés sur ces questions-là. Et notamment encore à l'époque, quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, pas mal de croyances venues des climato-sceptiques. Et donc, j'avais envie en fait d'expliquer simplement ces problématiques-là. Et je trouvais que c'était hyper chouette de faire ça pour les ados, parce que très clairement, c'est des questions qui se posent, c'est l'avenir pour tout le monde, mais particulièrement pour eux, et notamment les ados aujourd'hui, ils se posent énormément de questions sur ce qui va se passer, sur ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Et on en parlera un peu plus en détail dans les rencontres que je fais, mais voilà, c'est quand même un sujet qui est très très important pour eux en fait. Donc voilà, et donc j'avais envie de décrypter un petit peu ça, d'expliquer simplement, pas simplement, mais le plus clairement possible ce sujet, et de le faire quand même, si possible, avec un ton assez léger, ou en tout cas assez humoristique, pour justement aller contrecarrer un petit peu les idées qu'on avait là-dessus. Et parce que pour moi, c'est très important en fait d'apporter justement autre chose que ce regard hyper stressant sur ce qui va nous arriver. Et c'est aussi ce que fait le livre, c'est de parler en fait d'actions concrètes
Alors concrète et pas forcément très concrète, parce que, donc comme le disait Marie, c'est vrai que quand on rencontre les jeunes, il y a quand même très facilement un stress par rapport à ce que va devenir l'avenir. Et pour moi, la première chose, c'est voilà, pour sortir de ce stress, c'est d'expliquer bien le contexte, de comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il se passe. Et une fois qu'on a compris ce qui se passe et d'où vient le problème, de pouvoir agir et être voilà, être dans l'action déjà, de fait, ça fait du bien et ça permet de se sentir faire des choses et non pas être dans l'inaction. Et puis l'autre chose, c'est aussi le côté politique, parce qu'en fait, voilà, on parle toujours de l'éco-anxiété, et comme le dit très bien Frédéric Lordon, peut-être que plutôt qu'être éco-anxieux, il faudrait être éco-furieux. Parce que justement, quand on comprend les causes en fait du réchauffement climatique, ça nécessite derrière comme action de changer complètement la façon dont on vit, de changer le système économique, de rééquilibrer peut-être certaines inégalités sociales. Et en même temps, ça, moi, je trouve ça hyper enrichissant, hyper chouette, parce qu'en fait, c'est construire un autre monde. Et donc, en agissant politiquement, c'est un peu plus joyeux que de se dire qu'on peut rien faire, que le problème est trop gros pour nous. Donc pour moi, parler de ces actions, c'est très important, et de pouvoir en débattre avec les jeunes, c'est essentiel aussi. Donc j'ai vu qu'il nous restait peu de temps, donc je vais faire court, mais donc Non, dans les... non, tu as un peu de temps, vas-y Claire. Et comment finalement cette actualisation que tu as pu faire pour la prochaine édition, finalement ça a été de nouveau un travail. J'ai l'impression quand même que tu as justement plus développé cet aspect engagement, parce que peut-être qu'en 2017, on était quand même moins dans cette génération extrêmement active, et cette... voilà, toute la société civile que tu observes depuis toutes ces années, aujourd'hui, je pense que tu avais beaucoup de choses à dire pour les ados sur le sujet. Oui, en fait, il y a deux choses. Déjà, l'actualisation fait à chaque fois se dire que effectivement, c'est quand même pas la fête, parce que ça empire évidemment. Mais il y a aussi, d'une part, tous les mouvements il y a énormément de mouvements qui se sont créés en très peu de temps, des jeunes et des moins jeunes, mais quand même beaucoup des jeunes qui se prennent en main et qui, voilà, décident que c'est plus possible, qu'il faut agir. Alors, on en entend régulièrement parler, hein, voilà, de jeunes qui vont arrêter des matchs de tennis, se coller les mains sur les routes pour empêcher les voitures de passer, les activistes qui lancent la sauce tomate sur les tableaux, etc. En fait, voilà, il y a vraiment un bouillonnement d'actions qui ont lieu pour parler du réchauffement climatique, et aussi de choses très politiques pour essayer de faire changer les choses à plus grande échelle. Et il y a d'une part ça, et ça j'avais très envie d'en parler, parce que le fait de rentrer dans ces mouvements, en fait, procure quand même un certain sentiment de joie. Et l'autre chose, c'est que effectivement, moi, ça fait quand même un certain temps là, que j'observe les mouvements climat, mais aussi les différentes COP, les différentes actions, on va dire, plus politiques. Et j'ai l'impression, voilà, qu'il faut vraiment accélérer, que ça n'a pas mené... ça n'a pas vraiment réussi pour l'instant, donc qu'il faut peut-être y aller de manière un peu plus frontale, un peu plus directe. Donc voilà, c'est sûr que pour moi, c'est important de pouvoir en parler un peu plus, de développer un peu plus ce sujet-là. Et en fait, quand on rencontre les jeunes, aujourd'hui, par exemple, les dernières rencontres que je fais, je trouve ça assez frappant de discuter avec eux, parce que je dirais qu'une grosse moitié des jeunes que je rencontre voilà, sont totalement déprimés, et même pire que ça, en fait, ne voient pas leur avenir. En fait, pour eux, c'est voilà, une grande partie de la population va mourir. C'est des choses très concrètes, en fait, et très dures dont ils parlent. Et donc pour moi, voilà, c'est très très important qu'on puisse en discuter et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter, en fait, pour réduire le plus possible. C'est sûr que de toute manière, ce qu'on a déjà émis va avoir des conséquences non négligeables, mais voilà, comment on peut faire pour réduire ces effets-là. Et donc j'utilise beaucoup le jeu de rôle dans mes ateliers, notamment parce que ça permet de se rendre compte de qu'est-ce qu'on pourrait faire ou non. Et en fonction des personnes avec qui on vit, donc sur une commune, par exemple, je prends l'échelle de la commune, qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les freins aussi humains qui font que certaines choses n'avancent pas.
Et ça marche très, très bien. C'est assez chouette de pouvoir passer par ce biais-là pour discuter très concrètement de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis aussi en fait, quelles sont les choses qu'il va falloir choisir, puisqu'il va falloir qu'on fasse des choix collectivement. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire, voilà, au niveau des transports, au niveau de l'industrie, de quoi on a besoin, de quoi on n'a peut-être pas besoin. Et en fait, d'en discuter très concrètement, ça simplifie finalement l'imaginaire qu'on peut avoir de notre avenir. De se dire que oui, le monde va changer, mais que finalement, on peut faire des choix, mais qui ne soient pas forcément tristes et terribles, en fait. Peut-être qu'on peut vivre avec moins que ce qu'on a aujourd'hui, nous, occidentaux, mais que ce sera peut-être très bien. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Voilà, donc on a une question d'Esther qui nous demande par rapport à l'âge des livres dont on vient de parler. Donc, vous êtes ici, effectivement, la collection, vous êtes ici, c'est à partir de 10 ans. Je ne sais pas, Marie, ton sentiment, mais nous, en tout cas, quand on les défend dans les salons, on voit que voilà, les enfants qui se sont beaucoup intéressés à nos collections, qui s'adressent aux plus jeunes, ils glissent très volontiers, donc à partir de 9-10 ans, vers ces ouvrages. Ouais. Oui. Oui, j'ai répondu à Esther, je me suis permis de répondre. Mais je lui ai mis 10 ans, je lui ai dit 10 ans, cela dit, pour des enfants passionnés, par exemple, à la foire de Brive, je suis tombée sur un petit garçon qui était absolument passionné par les poissons et la plongée, et il a lu tout de suite, il a commencé à le lire. Ah oui. La Grande Barrière de Corail, évidemment, il y a des exceptions, et pour la petite histoire, on vend quand même quelques livres sur les salons aux adultes aussi. C'est vrai, parce qu'ils sont tellement beaux. Ils sont beaux, ils ratissent très large et ça se picore. Donc, t'es passionné du Japon, tout à fait. Et Où va le climat, donc, est la collection POC, illustrée par Élodie Perrotin. Vous avez vu son travail magnifique aussi, qui soutient cette veine enjouée et avec tout cet humour aussi qu'elle arrive à nous communiquer. Donc cette collection, c'est plus à partir de 12 ans, parce qu'on est quand même sur des textes un petit peu plus nourris et une pagination 128 pages assez complète. Et voilà, ça marche aussi très bien pour les adultes qui ont du mal à lire des très gros livres. Et là encore, on peut évidemment déborder, parce que mon petit Jules a lu celle sur l'espace à 8 ans, parce qu'il adore l'espace, évidemment, il ne faut pas. Et ça, tout le monde ça va bientôt être la fin de notre visio. Je vous invite donc à, comme je disais, venir sur notre site, consulter les ateliers des auteurs et des autrices, vous rendre aussi sur la rubrique exposition, puisqu'on a une douzaine d'expositions qui sont prêtées dans les structures, médiathèques, salons, librairies, qui sont très intéressantes, donc dont celle-ci sur comment nous concoctons nos albums documentaires. Et voilà, donc vous avez nos coordonnées ici. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter les autrices. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'échanger avec chacune d'entre vous. Merci Claire. Nathalie, juste une petite question, parce qu'on n'a pas eu les images quand Sandrine Dumas parlait. Il n'y avait rien à voir de spécial, elle ne montrait rien à l'écran? Non, absolument pas. Ok, bon, on a eu le principal en l'entendant alors. Oui, j'avais mis quelques intérieurs du livre, mais bon, si vous ne les avez pas vus, je vous invite à venir sur notre stand. Donc, nous serons sur le sur le salon de Montreuil, sur le stand E19 à l'étage. Et on vous attend avec grand plaisir la semaine prochaine.